Je sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment il y a un réalisateur qui fait pas mal parler de lui. Je parle bien évidemment de James Cameron. Et il faut dire qu'avec la promo d'Avatar, La Voix de l'eau, le bonhomme il est un petit peu partout pour faire de la promo, partout où c'est possible. D'ailleurs on a rapidement parlé d'Avatar 2 dans une de nos dernières vidéos, donc si jamais ça t'intéresse, c'est en fiche juste là-haut. Mais si vous avez lu le titre, vous savez qu'on n'est pas là pour parler d'Avatar. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de super-héros, et pas n'importe lequel, on va parler du plus populaire de tous les temps, Spider-Man. Développé à la base pour être un personnage de comics, Spider-Man a eu droit à de nombreuses séries animées à la télévision depuis de nombreuses années. Encore aujourd'hui, il est adapté dans des jeux vidéo qui sont tous plus géniaux les uns que les autres, on va pas se le cacher. J'ai passé mon enfance à jouer à des jeux vidéo Spider-Man et c'est encore le cas aujourd'hui. On attend vraiment Spider-Man 2 sur Play 5. Et Spider-Man, c'est aussi et surtout des films, voilà, du cinéma. Et là, je peux vous faire l'affront de vous citer tous les films Spider-Man parce que vous les connaissez aussi bien que moi. Mais là, vous devez vous dire, mais c'est quoi le rapport avec James Cameron? Eh ben justement, pour celles et ceux qui l'ignorent, James Cameron a failli réaliser un film Spider-Man. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous parler de l'origine du projet, de comment ça aurait dû se faire et de pourquoi ça s'est pas fait. J'aborderai aussi le casting qu'on aurait pu voir dans ce film, mais aussi et surtout, je vous parlerai de l'histoire qu'on aurait dû nous y raconter. Et pour ceux que ça intéresse, je mettrai les sources dans la description si jamais vous voulez creuser un petit peu plus. Mais avant de commencer, on s'abonne si c'est pas encore fait. Nous sommes en septembre de l'année 1993. François Mitterrand au pouvoir, Jeanne Campion vient de remporter la Palme d'Or pour son film La leçon de piano, et la voiture à la mode à l'époque, c'est celle-là. Voilà. Ça c'est juste pour vous donner une idée du contexte. Parce que perso, 93, j'y étais pas encore. Plus sérieusement, du côté cinéma, on sortait tout juste d'un été qui a été marqué par la sortie de Jurassic Park ou encore Last Action Hero. Et justement, en septembre 93, le magazine Variety, qui est un magazine américain consacré à l'industrie du spectacle, annonce qu'un film Spider-Man est en développement. Le film serait produit par la société Carolco Pictures. Et si vous avez vu ma vidéo sur l'île aux pirates, Carolco Pictures, ça vous dit quelque chose. Et pour ceux que ça intéresse, la vidéo est juste là. Pour vous expliquer, Carolco, c'est un petit peu la grosse société de production à l'époque. C'est elle qui fait tous les gros films des années 90. Terminator, Cliffhanger, Rambo et plein d'autres. Le film Spider-Man qui est annoncé, qui à ce moment-là est encore en phase de développement, est annoncé comme un concurrent aux films Batman qui sont sortis plus tôt. Parce que oui, à ce moment-là, en termes de cinéma de super-héros, on a quelques films Superman qui sont sortis par le passé, les films Batman dont je vous parlais à l'instant, mais niveau Marvel, c'est pas encore ça. On a bien eu droit à des adaptations de Doctor Strange en téléfilm en 78, qui, bon, on va pas se cacher, ça a un petit peu vieilli, ou encore un film Captain America qui est sorti en 1990, et pour ceux que ça intéresse, le film est dispo en intégralité sur YouTube. Voilà, je vous le mets dans la description pour ceux que ça intéresse. Du coup, James Cameron, qui à ce moment-là surfe sur le succès d'Abyss, Terminator 2 et Alien, il se donne pour objectif de réaliser une adaptation du personnage de comics Spider-Man. Et dans une interview qui date de 2014, James Cameron y déclare « Spider-Man n'allait nulle part. Canon, une boîte de production de films à très petit budget des années 80, a brièvement eu les droits, mais personne n'en avait fait grand-chose. Les personnages Marvel en général n'étaient pas bien développés à cette époque. J'ai incité Carolco Pictures à acheter Spider-Man. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs raisons qui font que le projet n'a pas vu le jour. Premièrement, il y a bien sûr une histoire d'argent là-dedans. Forcément, on est à Hollywood. Quand Carolco obtient les droits pour Spider-Man, il passe un accord à l'époque avec le producteur Menahem Golan, qui est un célèbre producteur de l'époque. Le deal, c'est le suivant. Un film avec un budget d'environ 50 millions de dollars, et un cachet d'1 million de dollars pour Golan. De son côté, James Cameron, lui, réclamait un salaire de 3 millions de dollars et un droit de regard sur toute personne impliquée dans le projet. Et en l'occurrence, Cameron, il voulait pas que Golan soit associé à son projet. Résultat, Golan, il attaquera Carolco en justice au moment où la production du film était sur le point d'être lancée. Le deuxième problème, et là vous devez connaître un petit peu ces histoires-là si vous êtes familier des adaptations de comics, c'est une histoire de droit. Voilà, les personnages Marvel, ils appartiennent à différents studios, les licences sont partagées entre différents protagonistes, et parfois c'est un petit peu une galère. En effet, à cette période, et ça je le disais dans la vidéo sur l'île aux pirates, Carolco c'est pas du tout le top de la forme niveau financier. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tenter de sauver les meubles et revendre les droits à MGM. Ce qui a fini par créer au final une guerre judiciaire entre toutes les personnes impliquées et tous les studios. Et finalement, personne n'a vraiment eu gain de cause et beaucoup de studios ont mis la clé sous la porte. Finalement, Cameron il ira voir la Fox pour leur demander de sauver un petit peu tout ça et de racheter le projet. Ce que la Fox refusera bien sûr parce qu'ils avaient peur d'être entachés par cette histoire et ils voulaient pas partir dans cette bataille judiciaire. Ceci mettant donc un point final au projet Spider-Man de James Cameron. La Fox ne voulait pas se battre pour Spider-Man et j'étais genre, vous rigolez, ce truc pourrait valoir je sais pas 1 milliard et 10 milliards plus tard. Le fait que Spider-Man ne se fasse pas a probablement été le coup de pied aux fesses qui m'a permis de faire mes propres trucs. Après ça, James Cameron s'est concentré sur ses créations personnelles et il posa les bases de ce qui deviendra des années plus tard Avatar. Tout se recoupe.
Maintenant qu'on sait tout ça, voyons voir à côté de quoi on est passé. Une chose est sûre, c'est que le film était tellement avancé au moment où tout ça s'est cassé un petit peu la figure, qu'ils avaient forcément des pistes pour un casting. Ils avaient peut-être même commencé à signer des accords avec des comédiens. Et bah justement, on a une liste de personnages et leurs interprètes que je vais vous citer tout de suite. Et franchement, je vous avoue que ça aurait pu être vraiment très cool. Pour commencer, on a bien sûr le rôle de Peter Parker, le lycéen, Spider-Man, voilà, vous connaissez, qui aurait été interprété par Leonardo DiCaprio. Rien que ça. C'est ce que déclare James Cameron en 97 pendant la promo de Titanic. Pour ce qui est du Love Interest, donc en l'occurrence Mary Jane Watson, on aurait eu droit à l'actrice Nikki Cox. Alors ce nom il vous dit peut-être rien, et c'est normal, parce qu'après que le projet a été avorté, elle a joué dans la série sitcom Unhappily Ever After, et elle sombrera petit à petit dans l'anonymat. Du côté des méchants, on aurait eu droit à Electro, voilà, qui aurait été incarné par Lance Henriksen, qui est connu pour avoir participé au film Alien, et qui aurait joué ici une version différente de celle qu'on connaît, puisqu'il aurait incarné la version Carlton Strand, et non celle de Max Dillon, qu'on a pu voir dans les films récents de Spider-Man. On aurait également eu droit à l'Homme Sable, voilà, qui aurait aussi été présent dans le film, et qui lui aurait été incarné par Michael Biehn, qui apparemment a aussi joué pour James Cameron dans Abyss, Terminator ou encore Alien. Et puisqu'on parle de Terminator, on aurait également eu droit à Arnold Schwarzenegger, voilà, rien que ça. Il déclara en 2012 dans une interview qu'il aurait dû jouer le Dr Octopus, mais que le film, voilà, c'est pas fait, et apparemment il aurait eu un petit rôle qui préparait à une suite parce que James Cameron a toujours dit qu'il avait pour l'idée de faire une franchise. Donc plusieurs films. Mais maintenant qu'on a tout ça, il y a une question que vous devez vous poser, c'est de quoi ça aurait parlé? Parce que du coup on a nos personnages, mais il faut dire qu'avec toutes les adaptations de Spider-Man qu'on a vues, il faut dire que ces histoires on les connaît un petit peu par cœur. Sans mauvais jeu de mots. Et bien justement, James Cameron lui s'est toujours vanté que sa version de Spider-Man aurait été bien différente de ce qu'on a pu voir récemment, parce qu'il aurait traité tout ça de manière plus mature, de manière à faire de tout ça une grande métaphore de la puberté, et du potentiel qui sommeille en chacun de nous. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais donc vous présenter le film qu'on aurait dû voir avec son histoire, qui sera notamment illustré avec le storyboard qui avait été réalisé par Daniel Tomassi pour le film de James Cameron. Bien que le scénario soit en grande partie différent, on retrouve quand même les bases d'une histoire Spider-Man Peter Parker. Peter Parker est un ado qui vit chez sa tante May et son oncle Ben, et il est étudiant au lycée de Midtown. Un jour, la classe de Peter se rend dans un laboratoire où ils étudient des mouches génétiquement modifiées. Oui, des mouches. Pourquoi pas. Et justement, une de ces mouches va s'échapper et se retrouver piégée dans une toile d'araignée qui finira par se faire dévorer par une araignée justement, et cette araignée mordra Peter à la main, la suite on la connaît. Petit à petit, Peter découvrira les changements que cette morsure occasionnera sur son corps, il dort mal, fait des rêves étranges, et se réveille à des endroits improbables comme le sommet d'une tour, simplement vêtu d'un caleçon. Peter rentre alors chez lui pour tenter de comprendre ce qui lui arrive. Il remarquera d'ailleurs qu'il peut désormais voir parfaitement bien, sans lunettes ou sans lentilles de contact, ce qui n'était pas le cas avant la morsure. La nuit suivante, et alors qu'il est encore en proie à de nombreuses hallucinations et autres cauchemars, Peter se réveillera recouvert d'une substance étrange dans son lit. Il observe alors sur son poignet un petit trou qui n'était pas là avant. Peter passe la main dessus et appuie légèrement sur la peau autour, et une toile jaillit de l'orifice et vient se coller sur son visage. Pas de blague. Petit à petit, Peter va découvrir l'étendue de ses nouvelles facultés et comment il a gagné en force et en agilité. Il en est sûr désormais, il a acquis les capacités de cette fameuse araignée. Il décide alors d'utiliser ses nouveaux talents pour devenir une sorte d'attraction et passer à la télé dans le but de se faire de l'argent. Il crée alors le personnage de Spider-Man. On est d'ailleurs là très proche des origines du personnage dans les comics puisque c'était aussi le cas. Il développait ses capacités et les utilisait pour se faire connaître, passer à la télé et se faire de l'argent. Il était vu comme le phénomène du moment, quoi. Cependant, Peter décide de mentir sur l'origine de ses toiles et fabrique de faux lance-toiles. Spider-Man devient très vite un personnage célèbre et aimé de beaucoup de gens. Peter utilise également ses pouvoirs pour se rapprocher de Mary Jane, dont il est amoureux depuis le début, ça change pas. Peter se rend donc au domicile de MJ pour l'espionner par la fenêtre, alors qu'elle se change. Non, je rigole même pas, c'est vraiment ce qui est écrit. Pour vous dire plus loin dans l'histoire, il finira même par l'emmener en balade, et ils atterriront sur le pont de Brooklyn, pour faire l'amour. Voilà. Si, c'est vrai. On nous introduit ensuite le personnage d'Electro, donc ce cher Carlton Strand, qui observe attentif le nouveau phénomène à la mode, Spider-Man, accompagné de son homme de main, l'Homme Sable. Strand se dit que ce Spider-Man pourrait être un précieux allié et demande à l'Homme Sable de se renseigner sur lui. À ce moment de l'histoire, Strand est déjà devenu Electro, il a donc déjà ses pouvoirs. Tout ça nous est présenté dans un flashback dans lequel Strand tente d'échapper à la police après avoir commis un crime. Après une course-poursuite en voiture, Strand se réfugie sur un site scientifique au milieu du désert et finira électrocuté pendant un orage au milieu de plusieurs paratonnerres. Avec ses nouveaux pouvoirs, Strand peut donc manipuler l'énergie mais aussi la technologie et l'information du coup, et en manipulant les données bancaires, l'information et toutes sortes de choses, il finira par gagner énormément d'argent et à devenir un homme politique, un homme
un riche homme d'affaires. Cependant, ses pouvoirs lui empêchent également d'avoir le moindre contact physique avec qui que ce soit, y compris avec Cordelia, son épouse. Il suffisait d'un simple baiser pour provoquer une crise cardiaque, et éventuellement réanimer la personne si l'envie lui prenait, bien sûr. Alors que Peter rencontre des soucis pour se faire payer ses passages télévisés, il demande à son oncle Ben de le conduire au bureau de son agent et tenter de négocier son salaire. En sortant, Spider-Man fera la rencontre d'un braqueur et les deux hommes se croiseront un court instant. Peter remarquera qu'il possède un tatouage de cobra sur la main. Peter le laisse passer et le braqueur s'enfuit, rattrapé par le gardien qui demande à Spider-Man pourquoi il ne l'a pas arrêté, ce à quoi Spider-Man répondra « J'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. » Bon, pas avec ces mots-là, mais l'idée est la même. Peter se change et sort dans la rue pour retrouver son oncle, mais tombera dans un attroupement sur le trottoir. Son oncle Ben est juste là, gisant sans vie sur le sol. Peter pleure la mort de son oncle et se lancera dans une chasse à l'homme pour retrouver celui qui a fait ça. En utilisant ses pouvoirs pour le traquer, Peter retrouvera l'assassin de son oncle et remarquera qu'il possède un tatouage de cobra sur la main. Et il comprend tout ce qui s'est passé. Il décide alors que justice doit être faite et qu'il ne peut pas s'abaisser à être un criminel lui aussi. Il décidera alors de livrer l'homme à la police, mais se fera également arrêter. Spider-Man finira par s'échapper et deviendra un fugitif. Après un combat entre Spider-Man, Electro et l'Homme Sable, Strand engagera des criminels pour se déguiser en Spider-Man pour commettre de nombreux crimes en se faisant passer pour lui. Il paiera également J. Jonah Jameson pour diffuser ses images à la télévision et salir l'image du héros auprès de la population. Alors qu'il passait la nuit avec MJ sur le pont de Brooklyn justement, celle-ci est filmée par des journalistes et Strand comprend qu'il peut atteindre Spider-Man via Mary Jane. Plus tard, alors qu'il se rend dans l'appartement de MJ, Peter découvrira l'appartement complètement saccagé. Au sol, il trouvera des grains de sable et comprendra alors ce qui s'est passé. Ils seront alors au penthouse d'Electro et il retrouvera le corps sans vie de Cordelia, la femme de Strand. Sur le mur, de nombreux écrans affichent le visage de Strand figé sur un sourire. Peter appuie alors sur play pour lancer la vidéo dans laquelle Strand lui donne rendez-vous au sommet du World Trade Center. Au même moment, une équipe du SWAT fait irruption dans la pièce. Le corps de Cordelia sans vie, Spider-Man qui à ce moment-là est encore un fugitif, ça sent pas bon pour Peter. Spider-Man s'échappe alors et se rend directement au lieu de rendez-vous imposé par Strand, le World Trade Center. Peter arrive alors au sommet d'une des tours jumelles et se retrouve face à l'Homme Sable, Electro et Mary Jane. Après un discours dans lequel il explique à Peter qu'il ne peut pas sauver le monde puisque les gens sont condamnés à s'autodétruire, Strand propose une dernière fois à Spider-Man de le rejoindre et de faire équipe avec lui. Strand fait signe à l'Homme Sable qui dévoile une immense pile d'argent qu'il est prêt à offrir à Spider-Man en échange de ses services. Peter réfléchit un instant et explique à Strand qu'il a déjà compris qu'il existe bien une ligne à ne pas franchir. Face à ce refus, Strand, dans un élan de colère, saisit Mary Jane qui se débat et dépose un baiser sur ses lèvres. MJ s'effondre dans les bras de Strand, sans vie, alors que l'Homme Sable se saisit de Peter pour l'immobiliser. Peter jure alors de tuer Strand pour ce qu'il vient de faire. L'homme répond alors qu'il était certain que Spider-Man était lui aussi un assassin, et d'un geste de la main, fera repartir le cœur de Mary Jane avec une décharge. La jeune femme ouvre les yeux, elle est vivante. Spider-Man se débat de toutes ses forces et se dégage de son étreinte, explosant alors l'Homme Sable en 1000 morceaux. Il saisit Mary Jane et se charge de mettre la jeune femme à l'abri. Un combat s'engage alors entre Spider-Man, Electro et l'Homme Sable, au sommet du World Trade Center. L'Homme Sable finira touché par un éclair d'Electro visant Spider-Man. Le combat continue entre Electro et Spider-Man, et les deux hommes chutent désormais entre les deux tours. Dans un geste désespéré, Peter se rattrape comme il peut au sommet de la tour et entoile Electro de l'autre main. Le corps de l'homme percutera une des tours. Spider-Man rejoint alors son ennemi au sol. Il retire son masque, et Strand découvre le visage de Peter. Il meurt quelques instants plus tard. Peter retournera alors au sommet de la tour pour récupérer l'argent de Strand et le jeter dans le vide dans les rues de New York. Quelques jours plus tard, Peter retrouve MJ au lycée et finira par lui avouer qu'il est bien Spider-Man. Spider-Man s'envole alors dans les rues de New York pour veiller sur la ville et ses habitants. Bon, du coup, vous l'avez remarqué, cette histoire, bien qu'elle soit assez originale, comporte de nombreuses similitudes avec les versions qu'on a pu voir par la suite. Bien évidemment, après l'abandon du projet, tout n'a pas été jeté à la poubelle. Et on peut imaginer que Sam Raimi et ses scénaristes, au moment de réaliser Spider-Man en 2002, ils sont allés piocher des idées, forcément. Le scénariste Ted Nelson, qui avait participé à plusieurs ébauches de scénarios avant d'arriver à celui de James Cameron, avait demandé à Sam Raimi d'être crédité en tant que scénariste sur le film de 2002, mais sans succès. Quoi qu'il en soit, on remarque bien dans cette version que James Cameron avait pour envie de faire un personnage plus mature, plus sombre, plus adulte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le Spider-Man de James Cameron qui ne verra peut-être jamais le jour. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo avec ces illustrations, avec ce montage, c'était plutôt cool. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, je vous mets les articles qui m'ont servi à faire cette vidéo dans la description. Je vous mets le lien pour le storyboard qui est bien plus complet que ce que je vous ai mis là, parce que si je devais tout mettre, la vidéo ferait 2 heures, voilà, ça aurait été beaucoup trop long. Mais allez jeter un œil si ça vous a intéressé parce que c'est vraiment complet. Si ce genre de vidéo vous plaît, je pourrais voir pour en faire d'autres, dans le même format, avec des films qui se sont jamais faits, ça pourrait être intéressant.
En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous laisse et je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!